Bonjour à toutes et tous, merci d'être avec nous sur Sciences Po TV. Bonjour Mathias Vichra, merci d'avoir accepté notre invitation pour cette traditionnelle interview de rentrée du directeur de Sciences Po Paris. Rentrée particulière puisqu'il s'agit de votre première en tant que directeur de l'institution, dont vous avez pris la tête en novembre 2021. Ce qui m'amène à vous poser ma première question. Comment s'est déroulée la rentrée jusqu'à présent? En êtes-vous satisfait? Alors d'abord, je pense que c'est plutôt à vous, étudiantes et étudiants, de me dire comment s'est passée cette rentrée, mais toutes les discussions que j'ai pu avoir, à la fois dans les écoles, dans les campus dans lesquels je me suis rendu, parce que j'ai fait toutes les rentrées solennelles, j'ai senti qu'il y avait un cap et un cadre qui avait été donné. On a fondamentalement renouvelé les équipes, puisqu'on a des nouveaux doyens, des nouvelles doyennes dans les écoles. On a inscrit aussi dans notre institution la volonté de rapprocher la recherche et l'enseignement avec un provost, un directeur de la formation et de la recherche qui a été nommé. Donc du côté des équipes, on a réarticulé, on a renforcé les équipes. La deuxième chose, c'est sur la dimension pédagogique. Il y a des novations pédagogiques, notamment le cours de première année sur les transitions environnementales, et dans les masters aussi, une accélération de la prise en compte du changement climatique dans le corpus. Donc ça me paraît vraiment important. Et la dernière chose, c'est que moi j'ai entendu toutes les demandes des étudiants sur toute une série de sujets. Pour la première fois, le jeudi va être banalisé, par exemple, avec une absence de cours obligatoire pour permettre les compétitions sportives, mais aussi pour permettre aux étudiantes et aux étudiants de faire autre chose avec ce jeudi après-midi qui est pour tous le même. Et ça a été un effort qui a été demandé par l'association sportive et d'autres associations, et c'était important. Sur les violences sexuelles et sexistes, on a un dispositif complètement robuste avec à la fois une écoute externalisée de France Victimes, avec des points de contact par campus, et puis une cellule spécialisée avec une magistrate. Donc je ne vais pas faire un satisfecit en vous disant c'est parfait, tout va bien, etc. Mais je pense qu'on a une rentrée dans un cadre qui est assez complet et qui correspond d'ailleurs aux demandes et aux discussions que j'ai pu avoir avec les représentants étudiants. On reviendra à la gestion des violences sexistes et sexuelles plus tard dans cette interview. Donc c'était votre première rentrée, mais vous occupez en réalité le poste de directeur depuis presque un an maintenant. Vous avez dû faire face à plusieurs enjeux, notamment la gestion de la fin de la crise sanitaire et le retour total au présentiel puisqu'il n'y a plus de distanciel à Sciences Po. Quel bilan tirez-vous de cette première année de mandat ? Alors d'abord, je pense que sur la crise sanitaire, il y a un élément moi qui me frappe, c'est que il y a des sujets de bien-être étudiant qu'il faut prendre en compte encore davantage. C'est-à-dire que la crise est sans doute derrière nous sur le plan sanitaire, elle n'est pas forcément complètement derrière nous sur le plan du bien-être psychologique. Et donc j'entends moi quand les associations étudiantes me disent qu'il y a besoin de renforcer par exemple la présence de psychologues, le fait d'avoir des supports dans ce domaine. Donc c'est ce que l'on fait dans beaucoup de campus, on a renforcé le nombre d'heures disponibles, et c'est ce que l'on va faire aussi sur le campus de Paris avec un centre de santé dédié. Ensuite sur l'année écoulée, je pense que encore une fois il y a un cadre qui a été donné, et que ce cadre, c'est de faire de Sciences Po la référence mondiale en matière de combinaison des savoirs interdisciplinaires, savoirs fondamentaux interdisciplinaires, et de l'expertise professionnelle. Et donc c'est le cap que l'on se donne, c'est le cap que j'ai donné aux écoles, c'est le cap qui est donné au collège, et je pense qu'on avance dans la bonne direction. Vous avez repris les rênes de l'institution dans un contexte particulier qui était celui de l'affaire du Hamel. Ça a été un tournant pour Sciences Po dont la gouvernance a été largement critiquée pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Et par ailleurs, cette affaire était survenue dans la continuité du mouvement Sciences Po qui avait lieu un petit peu avant. Presque 2 ans après toutes ces affaires, quelles sont les mesures, vous avez commencé à y répondre, mais quelles sont les mesures qui ont été ou qui seront prises à l'avenir à Sciences Po pour lutter tant contre les VSS que pour garantir l'intégrité de la gouvernance de Sciences Po? Ouais. Alors d'abord, la gouvernance de Sciences Po a été très largement refondue, puisque le conseil d'administration a été renouvelé, et il y a une nouvelle présidente, il y a une nouvelle direction, vous l'avez vu, il y a toute une série de nominations aussi qui ont été faites, une nouvelle directrice des ressources humaines, une nouvelle directrice de la communication, des nouveaux doyens, des nouvelles doyennes. Donc ça, on est dans un dispositif renouvelé en termes de gouvernance. Ça, c'est le premier point qui me paraît vraiment important. Sur le sujet des violences sexuelles et sexistes, quand je suis arrivé, il y avait déjà des choses qui avaient été faites, notamment par Frédéric Mion et Bénédicte Durand. Mais je pense qu'il fallait accélérer et avoir un processus en fait clair et robuste. Et c'est la raison pour laquelle on a à la fois dorénavant une écoute externalisée avec France Victimes, donc professionnalisée, qui est anonyme ou pas selon le souhait des plaignantes ou des plaignants. Et on a un dispositif qui est plus professionnel sur l'enquête qui est menée, c'est-à-dire la caractérisation des faits avec une magistrate que j'ai souhaité nommer à la tête de cette cellule. C'est sans doute unique en France, dans les institutions universitaires, et ça me paraît vraiment important. On a pris aussi l'engagement d'avoir un délai d'enquête de moins de 2 mois, parce que je sais que par le passé, entre les allers-retours et puis parfois des éléments de robustesse du dossier, et ça pouvait prendre plus de temps, l'engagement a été pris qu'en moins de 2 mois, les faits soient caractérisés, ce qui me permet, moi, comme directeur d'établissement, de saisir ou non
le procureur de la République en vertu de l'article 40 du Code de procédure pénale et de saisir ou non la section disciplinaire. Donc on a un dispositif qui est complet, il y a un petit leaflet qui est distribué pour dire à chacun qui il faut contacter, que l'on soit enseignant ou que l'on soit étudiant, et je pense que le dispositif maintenant est complet et robuste. Maintenant il faut le faire vivre. Enfin, votre mandat a été secoué par une autre crise, celle de la guerre en Ukraine, bien sûr, qui est survenue en février 2022. En tant qu'université de sciences humaines et sociales, Sciences Po s'est largement mobilisée sur plusieurs plans, avec notamment l'organisation de conférences et de rencontres sur le sujet. Quel peut être, selon vous, le rôle de Sciences Po dans la formation de ces étudiants et étudiantes qui seront amenés à évoluer dans un contexte géopolitique plus que tendu, comme cette crise nous l'a montré? Ouais, c'est une excellente question. Alors d'abord, quand ça s'est passé, quand la guerre a été déclarée, j'ai pris assez vite la décision de dénoncer nos accords de partenariat avec toute une série d'universités russes, avec l'intégralité des universités russes, parce que les recteurs avaient pris des positions contre l'Ukraine avec des termes extrêmement durs. En revanche, nous continuons à accueillir des étudiants et des étudiantes russes, mais nous n'avons plus de partenariat, d'échange, et nos étudiants ne vont plus en Russie. La deuxième chose, c'est que il est très important de se dire que ça rebat les cartes, j'allais dire, sur la pédagogie géopolitique dans son ensemble. C'est-à-dire que la guerre est aux frontières de l'Europe et que nous souhaitons, avec à la fois les chercheurs, que ce soit les chercheurs du CERI et aussi avec la doyenne de l'école d'affaires internationales, Arancha González, faire en sorte que nos enseignements prennent en compte ce renouveau géopolitique. Et donc c'est bien la raison pour laquelle on avait lancé très rapidement toute une série de conférences et que dans le cadre des enseignements de cette année, le retour de la guerre aux portes de l'Europe est évidemment pris en compte. Dernier point qui est important, on souhaite réellement faire de Sciences Po une sorte d'abri pour les étudiantes, les étudiants et les chercheurs en exil, réfugiés. Et sur les étudiantes ukrainiennes, puisqu'il s'agit principalement d'étudiantes, on en accueille près d'une soixantaine depuis plusieurs mois. On l'a fait dans le cadre d'un partenariat avec la NAUPMA, qui est notre université partenaire en Ukraine, où j'ai contacté le recteur qui nous a donné des coordonnées. Et donc on a levé près d'1 million d'euros pour aider ces étudiantes en leur versant une bourse de 1 000 € par mois et en les inscrivant dans la scolarité pour ne pas perdre de temps. Ça leur permet de valider leur trimestre et ça leur permet de continuer une scolarité à l'abri du conflit dans leur pays. Cette crise arrive dans un moment particulier pour Sciences Po, à savoir les 150 ans de l'institution. Qu'est-ce que cet anniversaire vous évoque dans ce contexte particulier? Ça m'évoque d'abord que l'histoire de Sciences Po, depuis 150 ans, c'est l'histoire d'une université qui renouvelle ses modes pédagogiques, qui s'inscrit dans une vision humaniste, qui est aussi très internationalisée, et le fait que nous accueillons aussi bien des étudiants et des étudiantes russes qu'ukrainiens et ukrainiennes dans ce contexte le montre, et ça souligne aussi qu'on a finalement un vrai projet démocratique et humaniste. Nous accueillons des chercheurs du monde entier en exil grâce au programme PAUSE. Je vous l'ai dit, on accueille aussi des étudiantes ukrainiennes. On a un programme et un certificat qui est Welcome Refugees. Et donc je pense que tout ça, c'est bien l'ADN de notre école, c'est bien l'ADN de notre université. Et donc pour les 150 ans de Sciences Po, toujours, des conférences et autres festivités ont été organisées sur les différents campus. Êtes-vous satisfait de la façon dont cet événement a été célébré? Est-ce que l'esprit des 150 ans de Sciences Po a été celui que vous espériez? Oui, en fait, d'abord, c'est pas à moi de dire ce qu'est l'esprit des 150 ans, puisque Sciences Po appartient à tous, à toutes nos communautés. Je crois que ce festival a permis, d'une certaine manière, de prendre en compte toutes les attentes. Il y avait, en mode TEDx, les doyens et les doyennes qui ont fait toute une série de conférences sur des sujets d'actualité. On a eu notre grand professeur Bruno Latour qui a parlé de ce qu'était une université libre. On a eu le tribunal Génération Future pour prendre en compte la dimension environnementale, climatique, qui a permis d'avoir des oppositions de point de vue autour d'une question essentielle, faut-il déserter? On a eu par ailleurs un rattrapage pour les diplômés de 2020 qui ont pu avoir leur cérémonie physique. Et donc c'est un peu tout ça, c'est une espèce de kaléidoscope d'organisation d'événements qui disent un peu cette pluralité de Sciences Po. Sciences Po, c'est plein de choses en même temps. C'est du savoir, c'est de l'engagement, c'est de la recherche, c'est de l'international. Et donc ça dit vraiment tout ça. Le dernier point qui était vraiment important pour nous, c'est qu'on a souhaité aussi inviter une cinquantaine d'universités étrangères, beaucoup de présidents qui sont venus pour marquer à la fois les 150 ans et témoigner au niveau de leurs universités le souhait de partager ce moment avec nous, et en même temps, ça révélait la nature des liens que l'on avait avec ces universités. Donc ça a été très important pour nous d'avoir ce moment ici, qui était un moment à la fois d'échange, de visite. On a été reçus à l'Hôtel de Ville par la maire de Paris, et ça manifestait aussi cette dimension à la fois internationale et partenariale de Sciences Po. Je vous rappelle qu'on a 500 partenariats avec des universités étrangères.
Et donc le nouveau campus du 1 place Saint-Thomas d'Aquin sur lequel on se trouve actuellement a été au cœur des célébrations. Cela va faire presque un an qu'il est ouvert, depuis janvier 2022. Quel premier retour avez-vous reçu de la part des étudiants et étudiantes quant à ce nouveau campus? D'abord, il y a beaucoup de première et deuxième année qui aimeraient bien être plus à Saint-Thomas, ce qui est bon signe. Parce que c'est beaucoup des étudiants et des étudiantes de master, et c'est beaucoup aussi les centres de recherche et les écoles. Ensuite, c'est vrai que c'est un lieu assez magnifique qui permet d'être attractif pour les étudiants étrangers et nationaux, mais aussi pour les profs que l'on va chercher, parce qu'on est sur un marché concurrentiel pour aller chercher des profs. Et quand vous voyez ce campus de centre-ville, qui est le plus grand campus de centre-ville d'Europe continentale, sans doute le plus beau aussi, c'est effectivement un élément d'attractivité très fort. Donc moi je suis très heureux. Il faut encore qu'on optimise évidemment l'utilisation de ce lieu. Ça fait moins d'un an, vous l'avez dit. Moi j'aimerais qu'il y ait plus d'événements culturels. On a commencé à mettre des œuvres d'art à Saint-Thomas. J'aimerais aussi que les étudiants s'emparent de Saint-Thomas en termes de programmation culturelle, artistique, sportive. J'aimerais qu'il y ait du yoga, des cours de tai chi. Je voudrais que ce lieu vive vraiment pleinement en permanence. Et on est évidemment sur la bonne voie. Il faut encore que ce lieu soit réellement approprié encore plus par les différentes communautés. Et donc l'ouverture de ce campus a été très remarquée depuis le début de l'année. Et elle a aussi été une source importante de dépenses. 96 millions d'euros pour les locaux, plus de 100 millions d'euros pour les travaux. On estime désormais l'endettement de Sciences Po à 191 millions d'euros, soit plus ou moins le budget annuel de l'institution. Vous avez annoncé la semaine dernière dans une interview pour BFM que Sciences Po avait augmenté ses capacités de mécénat par rapport à l'année dernière, donc de financement privé. De quel œil voyez-vous justement cette ouverture croissante de Sciences Po au financement privé extérieur? Alors d'abord, il faut savoir que moi je soutiens totalement, même si je n'étais pas à l'époque aux manettes, le fait d'avoir acquis Saint-Thomas. En dehors des raisons que je vous ai données, il est sain d'avoir une gestion de bon père de famille, puisque en réalité, ici nous sommes propriétaires, alors que nous étions locataires de 11 sites qui dispersaient les différentes forces. Cette location coûtait 7 millions par an, ici ça coûte 8 millions par an en remboursement et en gestion. Donc c'est-à-dire qu'il y a un delta d'1 million, mais qui nous permet d'être propriétaires du site. Donc je considère que c'est sain financièrement d'avoir acquis Saint-Thomas. Ensuite, sur les sources de financement, je pense qu'il faut se dire que nous avons besoin, et c'est le sens de l'histoire, de plus en plus de financement externe, public et privé, national comme européen comme international. Évidemment, tout ça doit se faire dans un cadre qui est les libertés académiques comme cadre absolu, c'est-à-dire qu'il n'est pas question que des intérêts privés par ailleurs puissent influencer la recherche, mais il faut se dire que nous avons besoin, dans le développement de Sciences Po, d'avoir plus de mécénat, que ce soit du mécénat individuel ou du mécénat d'entreprise. Je vais vous donner un exemple. On a réussi, avec Bruno Latour, à lever près de 2 millions d'euros pour créer des postes de post-doc sur les transitions environnementales. On l'a fait auprès d'entreprises privées, auprès d'organismes publics comme l'ADEME, et ça va nous permettre de renforcer notre capacité en enseignement et en recherche sur le changement climatique. Ça me paraît vraiment très important. Donc, évidemment, il faut qu'on ait ce dynamisme, évidemment, il faut qu'on ait un cadre, mais moi, je souhaite le développer parce que c'est encore une fois le sens de l'histoire. Je rappelle juste une chose, il y a 20 ans, Sciences Po, les 2/3 des ressources venaient de l'État. Aujourd'hui, 1/3 des ressources vient de l'État. Donc on est dans un mouvement. Évidemment, on va demander à renforcer le financement public, mais il faut se dire aussi qu'on doit aller chercher l'argent de notre côté. Et vous parliez donc du financement privé et de la liberté académique. Comment concrètement, et vous parliez aussi de mettre en place des cadres, comment concrètement vous pouvez vous assurer que ces cadres sont premièrement mis en place et deuxièmement respectés? Quels sont ces cadres aussi? D'abord, dans le choix que l'on fait, on en discute entre les différents acteurs, administration, chercheurs, etc. Ensuite, on a un comité des dons qui existe, qui a été renouvelé avec un nouveau président et qui permet d'avoir une analyse, y compris sous l'angle éthique, des dons qui peuvent nous être faits. Et j'ai souhaité d'ailleurs, et ça a été mis en œuvre, qu'il y ait une représentation étudiante au sein du comité des dons. Ce n'était pas le cas avant, parce que pour moi, c'est quelque chose qui doit se discuter évidemment avec les étudiants. D'accord. Sur un autre sujet, un sujet totalement différent, Sciences Po est présent sur Parcoursup depuis maintenant 2 ans, ce qui fait qu'aujourd'hui, une génération entière du collège universitaire sur campus, donc hors 3e année, a été recrutée par cette voie. Avez-vous observé, vous, l'administration, est-ce qu'il y a des études sur les potentielles différences ou les potentiels changements de profil au sein de la masse étudiante par rapport aux générations précédentes? Alors, Parcoursup, moi je me prononce pas sur le plan national parce qu'il y a sans doute des défauts et des dysfonctionnements de Parcoursup. Parcoursup a eu pour nous un avantage, certain, c'est que ça nous a permis d'avoir beaucoup plus de candidats. D'une certaine manière,
Ça a permis de faire sauter un verrou qui pouvait être de l'autocensure, parce que quand vous êtes sur votre ordinateur et que vous voyez que Sciences Po est accessible sur Parcoursup, ça fait péter quelques verrous psychologiques d'étudiants ou d'élèves qui pouvaient se dire Sciences Po c'est pas pour moi. Donc on a constaté par exemple la première année qu'on a eu 100% de candidats en plus. Et ça, c'est la réforme évidemment des admissions avec la suppression de l'épreuve écrite, mais c'est aussi beaucoup Parcoursup. Donc Parcoursup d'une certaine manière a eu cet intérêt de faire en sorte qu'on ait beaucoup plus de candidats et venant de plus de lycées France entière. Donc là où vous avez raison, c'est que ce que ça a changé, sans doute, c'est que ça nous a permis d'aller plus profond dans le tissu national, local et rural, par exemple, pour avoir des candidats venant de tous les horizons. Et donc ça a davantage ouvert, sur le plan de l'origine géographique et sociale, les candidatures à Sciences Po, sans brader l'excellence, puisque, y compris dans la dernière campagne d'admission, 97% des reçus avaient mention très bien au bac. Pour conclure cet entretien, on a souhaité donner la parole aux étudiants et étudiantes de Sciences Po. Donc on a demandé à nos abonnés sur Instagram de vous poser une question, en leur demandant s'ils pouvaient vous poser une seule question, quelle question ce serait. Et alors il y a un étudiant qui nous a répondu en demandant quelle est selon vous la plus belle qualité de Sciences Po Paris. C'est difficile de répondre en une phrase. Et je vais avoir le droit à plusieurs termes en même temps, puisque c'est... moi je dirais excellence et ouverture. C'est-à-dire que c'est la capacité en réalité à ne pas opposer ce que beaucoup opposent dans le débat. C'est-à-dire en se disant plus on ouvre, moins on est bon, et plus on cherche à être bon, moins on doit ouvrir. Je pense que c'est une capacité quasiment inégalée à conjuguer ouverture et excellence. Ce seront les mots de la fin de cet entretien. Merci beaucoup Mathias Vichra d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à toutes les équipes de Sciences Po TV qui m'ont aidé à réaliser cet entretien. À très vite sur Sciences Po TV. Je vais juste ajouter une chose que je trouve très bien. J'ai vu que vous aviez des antennes, y compris dans les campus en région, ce qui est très bien. Vous avez l'équivalent du France 3 régional, donc c'est vraiment très bien que ce ne soit pas qu'à Paris, même si Paris c'est très important. Mais j'ai eu l'occasion de discuter avec des collègues à vous dans les campus en région, donc c'est vraiment très bien. Bravo pour ça. Merci, on en est ravis. Merci.